ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'investisseurs. Aujourd'hui, j'accueille Jérémy Nabé, qui est lui également hôte d'un super podcast en investissement immobilier. Vous le connaissez peut-être déjà, c'est Ça fait un bail, où il interviewe régulièrement plein d'investisseurs immobiliers sur leur parcours et également des professionnels de l'immobilier. Et je l'ai rencontré il y a quelques semaines lors d'un événement sur le podcast et je me suis dit ce serait génial qu'il nous présente son parcours en tant qu'investisseur, donc de savoir qu'est-ce que lui, il a fait de son côté. Et bah c'est parti pour l'épisode. Trop bien, salut Dorine. Alors, déjà en fait, l'idée de ces épisodes, c'est de faire quelque chose d'assez chronologique pour que les personnes comprennent un peu la démarche de d'où t'es parti au départ dans ta vie et comment est-ce que tu t'en es mis à t'intéresser à l'investissement immobilier. Donc je veux bien que tu me partages déjà dans un premier temps d'où tu viens, quelles tes origines, où tu as grandi, et aussi un peu le genre de famille dans laquelle tu as grandi. Trop bien. Bah écoute, moi j'ai grandi en Seine-et-Marne, dans le 77, dans une ville qui s'appelle Ponto-Combo. C'est sur le RER E. On a la chance d'avoir au moins un accès à Paris relativement rapide. Et je suis d'origine portugaise du côté de mon père, polonaise du côté de ma mère. Dans quel type de famille je vivais? Alors une famille plutôt d'artisans, d'ouvriers. Un peu d'entrepreneurs quand même, parce que mes parents avaient une société, donc mon père avait une société de plomberie, ma mère gérait la partie administrative, lui était sur les chantiers. Et je pense que voilà, sans m'en rendre compte, ça m'a quand même un petit peu mis le pied à l'étrier. C'était des petits boulots. Mon père est très, très, très bricoleur. Et du coup, même il est excellent dans ce qu'il fait, ce qui permet de vraiment d'avoir quelqu'un qui peut t'expliquer tout. Il n'y a jamais eu un truc que mon père ne savait pas réparer ou construire, etc. Je pense que s'il avait eu l'occasion de faire des études, il aurait été un très très bon ingénieur. mais mon père n'a pas du tout fait d'études pour le coup, d'un milieu beaucoup moins aisé en tout cas. Et ma mère était un peu la comptable de la boîte. Je pense que voilà, elle a toujours su un peu optimiser, etc. Même si on n'est jamais arrivé dans des niveaux d'optimisation comme ce qu'on fait nous tous les deux aujourd'hui. C'était aussi une autre époque, je pense. Et voilà, il n'y a jamais eu de location meublée, ce genre de choses, et des crédits très courts, tout ça. Mais voilà, ils avaient une bonne complémentarité, ce qui m'a permis moi d'aller piocher des deux côtés. Voilà un peu pour le milieu. Et puis après, j'ai fait une école de commerce. Je suis le premier de ma famille à faire des études, poussé par ma mère sur les études, et mon père qui a un métier très physique et qui n'a pas envie que je devienne plombier. Clairement, il voulait absolument pas que ça soit ça, mais il me disait quand même, oui, tu pourrais être architecte. Les architectes, c'est bien, ils font pas grand-chose et ils prennent 10% de toutes les factures, machin. Donc, il y a un moment où j'ai cru que je serais architecte. Mes premiers stages, tu vois, de troisième, c'était chez un architecte. Et au final, je réalise que c'est le business que j'aime. Je rentre en école de commerce à Paris après le bac. Trop bien. Du coup, t'attaques, on va dire, tes études et tu démarres dans la vie active, j'imagine. Je sais pas, t'as commencé directement dans la vie active en mode salarié? Comment t'as fait? Ouais, alors à l'école, je pense que j'étais un bon élève, relativement bon élève au collège-lycée. Et après, quand je suis arrivé en école de commerce, c'est là que j'ai vraiment apprécié, aimé ce que je faisais. J'ai appris, je me suis beaucoup investi dans les associations, notamment junior entreprise. Donc je gagnais déjà un petit peu d'argent avec les assos, des petits jobs, des petites missions à côté. Et j'ai rapidement eu le plan de me dire, je veux un premier job qui m'apprenne beaucoup de choses, où je puisse voyager, et si possible qui paye bien, pour pouvoir mettre de côté pour un projet entrepreneurial plus tard. C'était l'objectif. Je ne pensais pas trop à l'immobilier à ce moment-là. Et du coup, je trouve
au début, je bosse un peu chez Google, ça me permet chez un partenaire de Google, ça me fait voyager. Donc, je suis à San Francisco, à Milan, à Paris. Trop bien. Ah ouais, donc tu commences sur une belle carrière. Enfin, Ouais, une belle trop bien. carrière. Ça, c'est c'est ma sympa, dernière quoi. année, tu vois. C'est mon stage. Mon dernier stage, c'était 3 mois San Francisco, 3 mois Milan, avec un partenaire Google. Donc, ça, c'était vraiment génial. Et en plus, tu peux me mettre de côté. J'avais bien négocié, tu vois, vu que j'avais bossé en junior entreprise avant, c'était un de mes clients. Je leur avais dit, voilà, moi je suis OK pour que vous me preniez en stage parce que j'ai encore le droit d'avoir un stage, mais je veux être payé comme un CDI. Donc voilà, j'étais stagiaire, mais à 3 ou 4 000 euros par mois. Mes copains étaient un petit peu jaloux. Bah ouais. Mais du coup, ça me permettait, moi, de commencer à vivre avec mon propre argent aussi. J'ai eu la chance que mes parents me payent mes études. C'est aussi une chance. J'ai pas de crédit étudiant. Euh, et, et ensuite, j'ai rapidement postulé pour une boîte que j'avais rencontrée en tant que client. Ça s'appelait Milpal à San Francisco. C'était un abonnement pour manger le midi. Et moi, là, je voulais un truc vraiment plus entrepreneurial. Donc, j'étais un peu rongé entre est-ce que je lance ma boîte ou est-ce que je bosse un peu en mode entrepreneur pour une autre boîte. Et j'ai trouvé que c'était une bonne solution en me disant, bah, au moins, ça me permettra de bosser 2 ans, peut-être d'avoir le droit au chômage plus tard pour lancer ma boîte. Et c'était un peu comme ça que c'est né. Je me suis dit, ok, bah, je vais être entrepreneur dans une boîte. Donc, je contacte Milpal. Je leur dis, bah, votre concept à San Francisco, il est canon. Moi, j'ai envie de le lancer à Paris. Alors, Milpal, moi je suis pas sûre que les gens. Les gens connaissent pas, je pense, parce connaissent, qu'en plus, ça a disparu de Paris maintenant. C'est plus qu'à New York, en Australie, dans certaines villes. Mais tu avais un abonnement pour manger le midi. Tu payais 6 euros par jour et tu pouvais aller chercher dans un restaurant en bas de ton bureau. Oui. Chaque restaurant proposait une option par jour de sa carte. Et toi, pour 6 euros, tu pouvais aller manger chez Big Fernand, alors que normalement, ça coûte 12 balles. Et nous, vu qu'on envoyait toutes les commandes en avance, parce qu'il fallait précommander ton plat avant 10h30, ça permettait au restaurant de organiser sa production et du coup de servir beaucoup plus de monde en une journée. Parce que voilà, le coût premier d'un restaurant, c'est pas sa matière, c'est les personnes qui y travaillent. Donc, si tu arrives à optimiser la manière dont ils préparent les choses, eux, ils peuvent te vendre la bouffe 2 fois moins cher. C'était un peu le deal. Donc là, je passe 6 mois à Singapour, 6 mois à Paris, 2-3 mois à Londres pour les lancements de ces villes. Et t'avais quoi comme genre de poste plutôt côté commercial? Ouais, j'étais plutôt côté commercial. Ils m'avaient recruté en tant que respo commercial, mais au bout de 5 jours, ils avaient recruté un autre respo commercial. Donc j'étais un petit peu vert. Après, chacun est responsable d'un truc. Exactement. Et le respo commercial, ils l'avaient recruté en tant que general manager et ils ont mis quelqu'un au-dessus d'eux. Donc et puis il y a un directeur commercial et puis. Exactement. Donc c'était un peu ridicule d'un point de vue poste. Mon boulot, c'était d'aller signer des partenariats avec des restaurants. Donc voilà, je faisais du porte-à-porte de restaurants avec un management américain extrêmement exigeant. Ça veut dire que voilà, j'avais des périodes où il fallait que je signe 2 à 3 restaurants par jour. Et pour atteindre mes objectifs. Et voilà, 2 à 3 restaurants par jour, tu as intérêt à avoir un bon pipe. Les restaurateurs, ils sont hyper durs à avoir parce que en fait, quand ils sont au resto, ils sont complètement débordés. Sinon, ils sont pas là. Tu peux pas les contacter par email la plupart, sauf si c'est des chaînes, etc. Donc, c'est assez compliqué à faire. Et en plus, tu leur demandes d'acheter leur bouffe 2 fois moins cher. Donc, autant te dire que voilà, c'était pas facile. Mais hyper bonne expérience. Très rémunérateur. En plus, j'étais à l'étranger, donc quand j'étais à l'étranger. T'as même fait ça dans des restos à l'étranger, genre à Singapour. T'as j'ai fait le porte-à-porte des restos. J'ai fait 6 mois à Singapour, porte-à-porte de resto. Ah ouais. Plus mise en place d'une équipe sur place où il fallait un peu recruter du monde, ouvrir un petit bureau et signer les 100 premiers restos, c'était l'objectif, quoi. Mais donc du coup, en fait, t'as une âme un peu déjà commerciale et entrepreneur vachement marquée. Et du coup, quand est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais m'intéresser à l'immobilier, enfin, quand est-ce que tu as fait ton petit lien vers l'IMO? Ouais, alors à ce moment-là, ça fait 2 ans que je suis chez Milpal. Je commence à assez mal m'entendre avec ma boîte qui me promet des augmentations sans me les donner. Vraiment au point de me dire, va à Singapour, on te donne ton augmentation. Retourne à Singapour une 2e fois. J'arrive là-bas, il me dit, en fait, on te la donne pas, quoi. Donc, t'es un peu bloqué. Je dis, comment on fait maintenant que je suis là-bas et j'ai accepté de travailler pour un prix et machin. Donc, je suis un peu fâché avec eux. Moi, j'ai envie d'entreprendre. J'ai envie de le faire sereinement. Et je me dis que voilà, la meilleure manière d'investir sereinement, d'entreprendre sereinement, pardon, c'est d'avoir un revenu passif à côté. Donc je me dis, je vais faire une première opération.
j'ai un CDI français en plus. Quand tu dis opération, c'est un premier investissement Premier IMO. investissement IMO. T'as un CDI, ouais. J'ai un CDI français en plus, parce que Parfait. j'avais refusé qu'ils me mettent sur des contrats locaux, Ouais. pour cette raison-là aussi. Ah, c'est bien. Voilà, donc j'étais sur un contrat français où je payais beaucoup plus de charges. Je pense qu'ils auraient pu mieux me payer sur d'autres contrats, mais je savais voilà, pourquoi je voulais mon contrat français. C'est là qu'on se dit qu'on est un peu chanceux en France. Et du coup, en fait, t'avais déjà en tête l'immobilier, quoi. C'est J'ai- dans un coin de ta tête. Comment C'était ça dans un s'est coin de ma passé? tête, d'une part par justement mes parents qui avaient un petit peu investi, mais à leur niveau, en faisant les travaux le week-end, le soir, etc. Il y a aussi eu un déclic. Mes parents ont divorcé, un divorce très douloureux où ils s'occupaient plus du tout du parc immobilier. On parle d'un petit immeuble de 5-6 appartements principalement, et de 4 maisons que mon père avait construit de ses propres mains, pareil tout seul. Donc tout ça, c'était en train de tomber un peu en lambeaux. Avec des locataires qui se plaignaient, mais il n'y avait personne pour répondre au bout du fil. Du coup, ils ne payaient plus. Donc, je vois un peu tout ça mal se passer. Et je me dis, bah, en fait, ça sera aussi d'une pierre deux coups. Si moi, je me forme en immobilier, que je me lance sur une opération, je pourrais aussi les aider à remettre ça un peu sur pied. Et ça a été, je pense, le petit déclic qu'il a fallu pour se lancer, quoi. Au top. Voilà. Donc je me fais finalement virer plus ou moins Ok. en mars. Et t'as investi avant? Et j'ai pas encore investi. Ah ouais, ah, le stress. Mais au moins ça me donne une deadline. Je me dis bon bah voilà, il me reste un mois pour trouver Ah bah ouais. un bien, parce qu'après j'ai ma dernière fiche de paye et alors, je le vois venir en février en gros. Ok, ouais, Et ouais. je me dis il me reste un mois pour le faire. Donc là ça me met un vrai boost. Je cherche ma zone, je me dis bah autant faire ça dans le 77 où il y a mon père qui pourra m'aider sur les travaux. Je cherche un endroit où il y a des étudiants, donc il y a une cité universitaire, la cité Descartes vers Champs-sur-Marne. Ça devient ma zone de recherche. Je vois que tu peux acheter des trucs autour de 2000 € si tu cherches bien. Et je me dis, ok, bah, colocation, c'est idéal. Moi, j'avais vécu en colocation partout où j'avais voyagé. J'ai fait coloc de 7 quand j'étais à Rio, coloc de 15 quand j'étais à San Francisco, coloc de 3 quand j'étais à Singapour. Et à chaque fois, bah, j'avais vécu des super expériences. Plus ou moins bonne en tout cas d'un point de vue du bien, et je savais que c'est un produit que je comprenais et que j'allais pouvoir reproduire ici. Trop cool. Et du coup, tu peux nous parler des chiffres de ta première opération? Ouais, j'achète un appartement 84 mètres carrés à 168 000 €, juste à côté de la gare, vraiment au pied de la gare de Noisiel. Donc c'est une zone qui à l'époque était ils étaient en train de refaire un peu des constructions dans la ville. Noisiel, c'est une station de RER. C'est une station de RER, Ouais, voilà, RER t'as A en accès plus. direct à Paris, quoi. Exactement. Donc t'es à 20-25 minutes de Paris Ah ouais, top. en RER. Et t'es à une station en RER de cette cité universitaire où il y a 14 000 étudiants avec les ponts et chaussées, des écoles de kiné, etc. Et je pensais que c'était vraiment là que je trouverais mes locataires. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas du tout, j'ai quasiment pas d'étudiants dans mes colocations. Parce que pour la petite histoire, du coup, moi j'ai racheté après à Noisiel, mes potes ont acheté. Je crois j'ai fait acheter mes potes. On a à peu près 24 chambres en gestion autour de cette gare. Aujourd'hui, c'est bien blindé, les prix ont bien augmenté aussi. Je sais pas si on a été responsable, peut-être pas à notre petite échelle, mais on pourrait. Et du coup, voilà, j'achète du coup pour transformer un appart 3 chambres en 4 chambres. C'est un classique je transforme la cuisine en 4e chambre, je mets la cuisine dans le salon, je fais des travaux relativement premium, tu vois, des trucs assez jolis, etc. Avec mon père, j'ai beaucoup de chance qui m'aide aussi sur les travaux. T'as réussi justement à trouver un compromis pour que ton père, parce que tu dois à la fois culpabiliser de le faire bosser et en même temps pas qu'il s'épuise de trop, mais qu'il participe quand même. Tu sais, c'est pas facile. C'est une bonne question. Il y a plusieurs choses, je pense, qui entrent en compte. Alors déjà, du coup, je suis libre, j'ai beaucoup de temps libre vu que je passe au chômage, donc je suis sur le chantier tous les jours. Ça me permet de passer du temps avec mon père, ce qui est génial. C'est ça qui est génial. Mon père, je le paye aussi, mais loin de ce qu'il est, je pense, de ce qu'il a l'habitude d'être payé. Mais voilà, au moins pour pas que ça lui coûte d'argent et que je lui paye ses journées au moins, tu vois, mais pas au forfait comme quelqu'un prendrait. Parce qu'officiellement, il était à la retraite ou pas encore? Non, du tout. Mon père n'est pas à la retraite encore. Il bosse et du coup, on fait ça. Donc, moi, je l'aide. Lui, il m'apprend aussi.
je le paye, mais pas ce que un autre client aurait payé, évidemment. Et il y a aussi un peu la partie administrative du divorce et tout que je gère moi. Et mon père, il est allergique à l'administratif. Donc, c'est un peu le deal, je crois, qu'on trouve sur ce point-là, quoi. Et du coup, tu as réussi aussi à t'en sortir avec des travaux qui n'étaient pas trop coûteux. Ouais. J'imagine, parce que tu as fait une bonne partie par toi-même. Tu as utilisé des prestataires extérieurs ou tu as fait tout en interne, entre guillemets? J'ai tout fait en interne. Après, on prenait des petits artisans pour certaines choses. Tu vois, Ponctuelles, pour la manute à la journée, pour la manutention, sortir les gravats, etc. On allait se prendre une aide. Pour la peinture, on prend de l'aide aussi parce que c'est fatigant et ça ne demande pas tant de compétences que ça. Tout le reste, électricité, cloison, plomberie, etc. Pose des sols aussi, on fait nous, quoi. Ok, et la question que je me posais, parce que c'était une discussion que j'avais eue avec quelqu'un que j'avais aussi interviewé sur les colocations, est-ce que toi, t'es partisan d'avoir un espace grand qui soit commun ou faire une colocation, apparemment ça se dit, une colocation à l'anglaise, où il n'y a pas de partie commune vraiment, il y a juste la kitchenette, entre guillemets, dans le couloir, quoi. Enfin, Ouais. Est-ce que t'es partisan, quoi? Partie commune ou... Enfin, bel espace commun, ou on fait le minimum et chacun dans sa chambre? Alors, je pense qu'il faut Moi, je pars plutôt de la chambre. Voilà. Il faut avoir une chambre minimum avec l'équipement, à savoir, moi, je veux un lit de personnes en 140. Souvent, je mets des lits coffres pour faire du rangement. Je veux un beau rangement plus en penderie, plus un bureau. Dans ma deuxième, j'ai même mis des télés aussi qui peuvent servir d'écran de télétravail aussi en deuxième écran. Et ça, c'est le minimum des chambres. Ouais, donc t'as quand même des grandes chambres, entre guillemets. C'est pas si grand que ça, parce que tu peux faire rentrer ça dans 10 mètres carrés. Ouais, là, parce que moi je dis grande chambre dans le sens... Ah, dans 10 mètres carrés! Ouais. Parce que ouais, c'est vrai que nous, on a des petites chambres aussi. On fait dans toutes nos colocs quasiment, enfin non, pas dans toutes. Dans une partie de nos colocs, on met des lits simples carrément, Ouais. Parce que c'est vraiment des toutes petites pièces. Donc, C'est ça. Donc moi, 10 à 14 mètres carrés, je pense, les Ah, donc les c'est pas chambres. des si grandes chambres que C'est ça, pas des si forcément. grandes chambres. Par contre, je veux quand même un vrai salon, vraie salle à manger, etc. Je sais pas si c'est le meilleur choix en termes de rentabilité. Je pense que je pourrais avoir des espaces beaucoup plus petits et louer quasiment au même prix. En tout cas, des plus petits dans les espaces communs. Moi, j'ai pas envie de passer plus petit dans les chambres parce qu'ils passent en fait beaucoup de temps dans les chambres. C'est après quelques années en fait, et moi je discute beaucoup avec mes locataires. On pourra en parler. J'ai une gestion un peu particulière avec mes locataires. Je m'entends hyper bien avec eux, un peu comme si je faisais partie de la coloc, quoi. Bah ouais. Et ça m'a permis de bien comprendre le truc. Et en fonction des groupes, mais généralement ils passent beaucoup de temps dans leur chambre. Et du coup, je pourrais me dire avoir des plus petits espaces communs, ça serait bon. Mais l'espace commun sympa, il permet de faire un coup de cœur sur l'annonce. Il permet de pas trop dénaturer le bien aussi. Je trouve ça important parce que je ne sais pas ce qu'il adviendra dans 2, 3, 5 ans. Si j'ai besoin de revendre ce bien, si tu revends un truc où il y a 6 chambres et pas de salon, je sais pas trop qui va t'acheter ça, quoi. Alors que là, soit je revends à un investisseur qui achète pour la renta, soit je revends à une famille 4 chambres, tu vois, un couple de 3 enfants avec chacun sa chambre. Il y a 2 salles de bain. C'est un bien qui est tout à fait revendable en l'état. Ouais, donc du coup, plutôt partisan de... Et justement, j'allais dire comme tes potes avec tes locataires, comme tu t'entends bien avec tes locataires, ils te disent quoi? Ils te disent ça leur est vraiment utile, cet espace, ou plutôt ils y vont pas trop? Ouais, c'est ça qui est intéressant. Cuisine, salle à manger, ils s'en servent beaucoup. Le salon, j'ai l'impression qu'ils s'en servent pas beaucoup. Ah, parce que t'as combien de pièces? T'as une cuisine, t'as un salon et une salle à manger? Non, c'est un espace global, cuisine, salon, salle à manger, tu vois, mais t'as l'espace avec la grande table, t'as la cuisine, et t'as un espace avec le canapé, la télé et le meuble télé, tu vois. Et ça, du coup, ça, ils y vont pas trop, ça. Et ça, j'ai l'impression qu'ils y vont pas trop, ou qu'en tout cas, ils profitent pas de ça ensemble, comme t'as l'impression. C'est pas Friends. Ouais, c'est pas Friends, où ils sont là et ils vont passer leur temps là. Et je pense qu'il y en a un qui en profite beaucoup, les autres, ils sont beaucoup dans leur chambre. Mais ça, c'est aussi très lié à la manière dont tu sélectionnes tes locataires. Moi, j'essaie de pas trop prendre des gens qui se connaissent, etc. Je les sélectionne un par un. Alors, je laisse le choix aux locataires quand je choisis quelqu'un, quand même, si j'ai 2-3 dossiers intéressants, c'est eux qui vont choisir à la fin. Et ça peut être intéressant pour les auditeurs parce que, en fait, il y a des gens, par rapport au bail de colocation, de dire qu'il y a deux façons de faire. Soit tu as quelqu'un qui, entre guillemets, qui prend le bail et que tout le monde est solidaire entre eux du bail,
Enfin, je sais pas, je m'exprime très mal. Je sais pas si tu peux Ouais, peut-être expliquer mieux. complètement. Soit l'autre option, c'est chacun a son bail et personne n'est solidaire de personne. Et en fait, nous, en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. On fait l'option 2, c'est chacun son bail. Et j'imagine que c'est donc comme ça que tu fais aussi. Ouais, alors j'ai commencé en bail collectif Ok. parce que j'avais l'impression, je sais pas s'il y a eu un changement de réglementation ou j'avais mal lu à l'époque, mais j'avais l'impression que j'étais pas. J'avais l'impression qu'il me fallait un point d'eau par chambre pour faire des baux ouais. séparés. Ah Je zut. sais pas si j'ai mal lu ou si ça a changé, mais bon, bref. Du coup, je faisais un bail collectif. Par contre, j'avais enlevé la clause de solidarité. Solidarité qui Elle est fait horrible qu'en cette fait, clause. chaque t'imagines personne est garant de l'autre personne qui n'est Que tu qui connais n'est- pas. que tu connais pas. Bah ouais. Donc, pour moi, ça n'avait aucun sens. Et j'ai toujours pensé ma coloc comme un produit un peu marketing. Tu vois, mes locataires, c'est mes clients. Et du coup, pour moi, ça n'avait pas de sens de faire quelque chose comme ça. Et dès qu'il y a un truc qui n'a pas de sens, je le mets pas, tu vois. Même les charges, tu vois, moi, j'ai 0 charge dans mes apparts. Je mets tout sur la partie loyer. Parce que j'avais pas envie que ça change. Alors qu'est-ce que tu dis tu veux dire Moi, mes chambres, c'est 600 € charges comprises. Et après, dans mon bail, il y a charge 0. Ça veut dire que je vais pas D'accord. refacturer les charges. Alors, bon, ça a un peu piqué quand il y a eu l'augmentation de tous les prix sur l'électricité, etc. Ok. Mais c'est moi qui ai pris ce truc-là sur moi. À l'époque, je mettais même pas de réévaluation du loyer non plus. Ouais. Ce qui est moins grave dans une coloc, parce que le turnover, il est relativement rapide. Je me disais, franchement, si la personne part dans 1 an, Ouais. autant que je lui dise ton loyer il bouge pas, c'est un bon Bah, argument nous, c'est pour vrai moi. que quand on est en direct, on n'augmente pas les loyers, on est gentil. Mais quand c'est le gestionnaire, on lui dit oui, vas-y, fais l'augmentation. Voilà. Mais il quand s'avère c'est nous en direct- que j'ai des locataires qui sont là depuis 2019 et qui n'ont pas bougé encore. tu Ah vois. ouais. Du coup, le loyer il est encore tout bas, quoi. Ouais. Ouais, là, t'as hâte qu'il t'annonce. Bon, du coup. Ouais, je prendrais 30-40 € en plus sur la chambre. Bon. Ouais. Et du coup, après, j'ai changé en effet. Je suis passé sur des baux individuels. Où en fait, a priori, ça. Voilà, Il n'y a aucun souci, nous, c'est ce qu'on fait. Je sais pas pourquoi je me suis mis ça dans la tête. Et ça permet de gérer les. Et en plus, il fallait refaire signer par tout le monde à chaque fois qu'il y avait une nouvelle personne. Alors, le bail collectif, c'était une vraie galère. Et voilà comment je gère. Ah, je vais te parler d'un truc que je fais qui est pas bien. Et je vais juste te demander si toi Ouais. aussi tu le fais. Je pense que oui. Je sais pas, tu vas voir. En fait, nous, quand on cherche pour nos colocations, il y a beaucoup d'étudiants qui... Parce qu'en fait, sur le Bon Coin, tu sais, tu as l'onglet colocation et l'onglet location. Et souvent, en fait, je me dis, il y a des gens, ils pensent peut-être pas forcément à la colocation, alors qu'ils devraient y penser, parce que c'est très bien. Du coup, moi, je mets un appart, je sais pas si... là, confidence. Souvent, on met un appartement, un studio, en gros, qui est à peu près de la même taille que s'il il était dans une colocation, sur le Bon Coin, dans la catégorie location. Et en fait, la personne nous contacte, on lui dit pas de bol, c'est occupé, mais on a encore une place dans une colocation, au cas où que ça peut vous intéresser. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à amener les gens vers la colocation, parce que il y a des gens, quand on leur dit ça, ils disent oui, mais j'ai pas envie d'être solidaire de quelqu'un que je connais pas. Mais je fais non, tu loues ta chambre, t'as rien à voir avec l'autre. Et du coup, en fait, on arrive à amener les gens vers la colocation comme ça. Alors, je sais pas, c'est peut-être pas très éthique. Ah, ça va, il y a pire. Pour le coup, moi, je poste même pas mes annonces sur le Bon Coin. Ah, c'est eux qui te trouvent. Je poste sur des groupes Facebook principalement. C'est Ok. peut-être très parisien, mais il y a les groupes de se loger à Paris, etc., où il y a énormément de tensions, énormément de recherches. En fait, tu te connectes sur un truc, il y a des gens qui cherchent, soit tu leur envoies des messages, soit tu postes ton annonce. Mais sinon, sur le Bon Coin, ouais, c'est une bonne strat, et je pense que c'est au contraire, je t'informe, tu proposes une nouvelle opportunité à quelqu'un. Parce que les gens, ils Ça me pensent semble pas pas d'aller mauvais. dans l'onglet colocation. Tu vois, comme il y a un Exactement. onglet spécial, c'est pénible, tu vois. Après, ouais, sur le Bon Coin, t'as quand même des profils, t'as un gros tri à faire, quoi. Oui, Ouais, forcément. voilà. Forcément. Mais ouais, bon voilà. Donc, Et je du me coup, suis sur confiée. sur la typologie de locataires, je me retrouve à avoir que des jeunes travailleurs parisiens qui n'ont pas réussi à trouver de chambre ou d'appart à Paris, soit parce que c'est trop cher. Tu vois, je pense il faut mettre au moins 700 ou 800 €, c'est vraiment le grand minimum à Paris. Donc si tu n'as que 600 € de budget, bah, tu te retrouves à chercher à 20 minutes. Il y a aussi des profils qui ne trouvent pas parce que discrimination, parce que pas français, donc un titre de séjour, etc. Moi, je suis hyper open à tous ces profils-là. Mais vraiment, parfois, c'est incroyable, quoi. Un titre de séjour d'un pays africain, le gars est... récemment, le dernier, il était
comment ça s'appelle? C'est les mathématiciens des assurances, tu sais, les actuaires. Ouais. Il était actuaire, 4 000 € par mois. Il me dit, ça fait 1 an que je cherche un logement, j'arrive pas à trouver, quoi. Ouais. Et je suis là, mais c'est incroyable, quoi. C'est fou. Et donc, du coup, il était hyper content de tomber sur. Alors, c'était un petit peu loin. Il se rend compte que. En fait, et le gars est à la Défense en plus. Donc, moi, je suis de l'autre côté. Ah ouais. Mais le la pauvre. Défense en, Oh là là. mais la Défense en RER A en direct, en fait, tu te retrouves en moins de 40 minutes, il est au boulot. Donc, s'il avait trouvé Paris 18e pour aller à la Défense, moi, tous les jours, je mets 45 minutes, tu vois. Bah ouais. Donc, du coup, il s'y retrouve. Et en plus, il a un grand parc à côté, il aime courir, donc il comprend bien. Donc voilà, la strat, finalement, ça a été ça. Des jeunes travailleurs plutôt que des étudiants, ce qui me permet d'avoir moins de turnover aussi. Et d'avoir un produit qui est apprécié par les locataires. Ouais, bah justement, moi, c'est ce que je conseille pour les gens qui galèrent à trouver un logement parce qu'ils ont un dossier un peu compliqué. C'est que quand tu passes par les agences, enfin les gestionnaires entre guillemets professionnels, bah en fait, ils virent vite les dossiers qui sont pas nickel parce qu'ils veulent pas présenter ça aux propriétaires. Bien sûr. Alors que si tu attaques des propriétaires en direct, bah si le feeling y passe, bah du coup t'as quand même. Ouais, complètement. Donc nous en l'occurrence c'est pareil, on fait les exceptions, mais c'est que les gens qu'on a en direct qui sont quand j'appelle ça des exceptions dans le sens où qui rentrent pas dans les cases classiques. Ouais, il faut les rencontrer, il faut les voir. Voilà. C'est bête, hein, mais il y a énormément de feeling en fait. C'est pas un truc que sur dossier. Moi, je me rends compte. Je me rends compte de. Tu vois, je cherche pas vraiment à évaluer. Si tu cherches à évaluer si la personne va être capable de te payer, c'est une certitude. Mais c'est pas le plus important pour moi. Le plus important, c'est de me dire est-ce que j'arrive à lire dans cette personne et de me dire que si elle est plus en mesure de me payer, elle va partir d'elle-même, tu vois. Ouais. Et dans une coloc, en plus, c'est relativement difficile, franchement, d'être un passager clandestin dans une coloc. Tous les jours, tu te lèves, tes colocs, ils savent que tu payes pas, que machin. Ah, t'imagines l'enfer du truc. Je pense qu'il y a moins de cas d'impayés dans ce cadre-là. Ouais. Et du coup, voilà, c'est plutôt, voilà, moi, je cherche quelqu'un d'honnête. J'ai loué à des personnes qui étaient à une fille qui était danseuse DJ avec des mois à 0 € et des mois à 5 000 €, machin. Mais voilà, elle était hyper sympa. Je sentais qu'elle c'était une Norvégienne qui était hyper carrée, etc. sur ces trucs-là. Ouais. Bon, bah, elle était hyper contente parce qu'elle cherchait depuis 6 mois, elle trouvait pas. Et elle est là depuis un an et j'ai jamais eu de problème, quoi. Ouais. Et je précise aussi que moi, j'ai la théorie, on va dire, la théorie. J'en suis même certaine, c'est que c'est très facile de faire un faux dossier. Donc en fait, de se fier uniquement parce que tu as un dossier très bien avec des beaux papiers d'identité, des beaux revenus dans une belle boîte, en fait c'est assez facile à faire. Donc voilà, donc je le précise. Donc du coup, se fier que là-dessus, ça sert à rien non plus, quoi. Bon bref, du coup, alors on avance, on en est sur ta coloc, donc du coup t'es content. J'imagine que t'es sur une opération à minima autofinancée, voire qui te génère du cash flow, de ce que j'ai compris. Ouais, bah du coup, 168 000 €. Je rajoute les frais de notaire et les travaux, je suis à 210 000 €, je crois. Ouais, génial, ouais. Parce que les travaux, du coup, ils sont pas trop chers. 210 000, 220 000, mais bon, je passe, c'est cool. je passe 2 mois et demi à faire des travaux moi-même aussi. Ouais, non, mais t'as du mérite. C'était du boulot, quoi. Oui. Et donc on paye les fournitures, plus quelques prestats et mon père un petit peu, et puis voilà, on est bon sur les travaux. Et j'arrive à faire du coup 4 chambres, louer 600 €. Donc j'ai une mensualité à 790 € pour 2400 € de loyer. Ah ouais, c'est génial. Donc, du coup, on est pas mal du tout. En plus, j'ai 3 ans de différé. Ah ouais, donc t'as fait un... Donc pendant 3 ans, je rentre 1500 € de cash flow mensuel. Ah ouais, t'as fait le casse du siècle là. Franchement, c'était trop bien. Pour un premier invest, direct. Ouais. C'était vraiment hyper bien, et en plus j'avais l'impression d'avoir fait plein de trucs pas bien, d'avoir cherché un peu en panique, tu vois. Ouais. Et j'étais convaincu, tu vois, de me dire le prochain il sera encore mieux, et en fait j'ai jamais réussi à faire mieux. Ah faire aussi, ouais, mais c'est ça qui est drôle, hein. Alors que j'étais vraiment débutant à l'époque. Bah ouais. Ouais, c'est marrant. Mais nous aussi, notre premier immeuble, il est hyper rentable. Il est plus rentable que le deuxième. Enfin, je sais pas si c'est l'insouciance la chance du débutant. La chance du débutant, mais c'était le cas, ouais. Ok. Et du coup, alors là, je sais pas quel âge t'as, enfin, j'arrive pas à resituer, mais bon, on va... J'ai 28 ans. Là, aujourd'hui, t'as 28 ans. Et à ce moment-là, t'avais... C'était en 2019, donc j'avais 24 ans. 24 ans.
Et donc, alors après, qu'est-ce que tu fais? Donc là, t'es au chômage, t'as eu ton... Enfin, juste avant, t'as acheté ton premier appart qui te génère du cash flow. En plus, avec un différé sur 3 ans. Ouais. C'est quoi le plan, alors là? Le plan, c'est de lancer une boîte. Et je me dis, mais en fait, j'ai tellement aimé cette expérience de colocation que j'aimerais faire ça en plus gros. Donc, je me lance dans un projet de co-living. Donc, on signe un terrain. Cette fois, je m'associe avec mon père. Pour la capacité d'endettement, justement? Pour la capacité d'endettement. Et aussi parce que voilà, il voit que ça marche bien. Il a bien aimé aussi, non? Il a bien aimé. Et puis, il voit que les chiffres, ils sont vachement bons. Alors, tu vois, sur des apparts à 200, des OP à 200 000 euros, mon père, il aurait rentré 1 200 euros de loyer, il était content, tu vois. Ah ouais, donc là, tu lui as dit, ah ouais. Là, je lui fais un déclic, tu vois. Et je lui dis, bah vas-y, on a qu'à faire un truc beaucoup plus gros ensemble. Mon père, il me dit, bah tu sais, je lui montre des biens et tout, des grandes maisons, des trucs complètement à retaper pour faire du gros co-living d'une 12aine de chambres, tu vois. Et il me dit, mais franchement, tes trucs, c'est tellement délabré que ça coûterait moins cher de les construire. Et je me dis, bah, on n'a qu'à chercher des terrains, du coup. Et je trouve un terrain à Noisy-le-Sec pour faire un co-living. Et là, on commence à rentrer les plans. Je fais tous les plans Cozy Casa, machin. Et je me rends compte qu'on arrive à faire 24 chambres. Donc, on arrive à faire 24 chambres. Le terrain, je le négocie il était affiché 600. Je le négocie 500. 500 quoi? 500 000 euros. Ah, 500 000 euros. 500 000 euros à Noisy-le-Sec, donc à côté de Paris. Mon père me dit, voilà, pour 700 ou 800 000 euros, je te construis le truc, quoi. Et donc là, on aurait 2 co-living de 12 chambres. Un truc Alors quand tu dis énorme. je construis un co-living, c'est ça qui est rigolo dans ma tête. Enfin, je sais pas, peut-être pour les auditeurs, faut peut-être préciser, mais c'est quoi? C'est tu construis une maison ou tu construis un immeuble? Enfin, c'est quoi la catégorie? Tu construis 2 maisons. Tu construis 2 maisons ouais. pensées pour avoir 12 chambres. Voilà, c'est ça. Mais du coup, sur le marché, ça se revend en tant que co-living. Ça se revendra jamais en tant que maison. C'est une question. Tu peux revendre de maisons, mais ça serait bizarre. Il y aurait un sacré nombre de travaux à faire. Parce que c'est combien de mètres carrés du coup par co-living là? Il faudrait que je retrouve le truc, mais je crois qu'en tout, on avait 600 mètres carrés, je crois. Donc 300. Ouais, 300. Donc tu faisais 12 chambres dans 300 mètres carrés, avec grand espace commun en bas et 2 étages de chambres avec une salle de bain pour 2 chambres. Ah ouais, trop bien. Voilà. Donc c'était le projet, donc on bosse le truc, etc. Donc on va voir les banques, on a des accords à l'oral de ces banques, etc. Et là arrive le Covid et on perd toute la confiance des banques. En plus, c'est déjà longtemps que je négociais avec eux. Je m'étais déjà pris 6 ou 7 refus. J'avais eu une acceptation orale, encore une fois. Et je perds cette acceptation avec le Covid. Donc là, un peu dépité. Je retourne voir mon vendeur à qui j'avais déjà passé 2 fois la date des clauses suspensives et qu'on a réussi à prolonger, etc. Et je lui demande de baisser le prix. Je lui dis, bah voilà, Covid, le marché immobilier va prendre un coup. Il accepte de baisser à 290 000 euros. Le terrain? Le terrain. Et je me dis, mais c'est complètement dingue. Ouais, parce qu'en même temps, il a dû flipper avec le Covid. Il a dû flipper avec le Covid. On était sur un moment, en fait, où les gens se demandaient si la Terre, elle allait encore tourner, quoi. Exactement, mais vraiment, on était sur un truc. Mais non, mais c'est clair. Donc là, j'allais acheter un terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, un terrain comme ça doit valoir plus d'1 million d'euros. Ah ouais. En fait, il n'y en a plus, tout simplement. Donc, ça va valoir plus d'1 million d'euros facile, parce qu'à Noisy-le-Sec, 600 mètres carrés, on est à 5 000 euros du mètre, quoi. Voilà. Donc, de belle opération. Et qui se fait pas, du coup. Ah, donc qui se fait pas, mais du coup, mais alors que t'as renégocié à 290 000. Bah, je renégocie à 290 000 en me disant c'est ma chance pour aller renégocier avec la banque. Il faut que je redémarre tous les trucs parce que c'est un nouveau prix et tout avec les banques. En temps de Covid, compromis, nouveau projet, nouveau compromis, machin. Je finis par avoir que des refus. Et en fait, les banques ne veulent même pas me faire de refus. Je me retrouve à 2 heures de la fin de ma clause suspensive, à toujours pas avoir mon deuxième refus pour sortir de mon truc, avec mon vendeur qui était complètement fou, qui attendait que ça pour me prendre 30 000 euros. Et je finis par faire un scandale à la banque, pleurer la banquière et qu'elle me sorte un papier pour que je sorte de ce compromis. Mais du coup, tu le fais pas après 11 mois et je fais pas l'opération. Oh non, mais c'est horrible comme histoire. Je me suis dit, il va y avoir un retournement de situation. Bah non. Non. Il n'y en a pas. Mais en tout cas, ce qui est super intéressant, que le petit point que je voulais creuser, c'est que du coup, en fait, tu as investi avec ton papa, avec ton papa, je sais pas comment dire. Il a pris part dans ton premier investissement et du coup, la relation
entre toi et lui a dû changer? Parce que moi, je le sais aussi, comme mon papa a fait des investissements. Et tu sais, c'est toujours un peu oui, non, mais t'es débutant, tu comprends rien. Moi, j'ai l'expérience. Non, n'investis pas là-dedans. Nanana, mon fils, nanana. Et du coup, le fait que t'aies réussi à faire un investissement mieux que lui, lui, ça l'a vraiment retourné le cerveau. Il s'est dit, ah ouais, en fait, mon fils, il s'est investi en immobilier, quoi. Non, et tant que tu l'as pas fait, tant que tu l'as pas fait, que les gens ils sont pas dedans et que et même quand ils sont dedans encore, il attend il se passe un truc, tu vois, qui va ton appart il va être retourné parce que c'est pour te dire, je te l'avais dit, hein. Et pour le coup, mon père a toujours été plutôt dans le soutien, mais mon père est très risque averse. Il aime pas du tout le risque. Là où moi, je pense que tu as un profil qui aime un peu plus le risque. Donc il a vraiment attendu de voir que ça se louait bien pour réaliser que c'était possible. Et aujourd'hui, du coup, il est très content de pouvoir me suivre sur des OP comme ça. Hein. Parce que bon, au final, on refait l'histoire après le co-living. On se dit, bon, bah voilà, c'était trop gros pour nous, pas le bon moment. Et on a refait une coloc ensemble. Après, du coup, alors comment t'as fait pour rebondir? Alors du coup, à ce moment-là, ça devait être dur, non? Enfin, ça va, moi je suis pas. Ouais, tu passes à autre chose, quoi. Je passe à autre chose. En plus, j'ai appris plein de trucs. Enfin, honnêtement, j'ai appris à. T'as appris la négo qu'en fait, tu peux baisser énormément un prix. La négo, les PLU et tout, parce que sur la construction, t'as un sacré nombre de trucs à connaître. Donc, je me suis fait le PLU dans tous les sens pour comprendre comment on allait faire pour les déclarations, les machins. Et donc ça, je suis content de l'avoir appris. Bon, c'est une perte de temps, mais on est en confinement en fait pendant que sur les derniers mois, donc en fait, il se passait rien. Et en attente des banques, etc., je me dis que je vais lancer une boîte dans un truc un peu plus léger du coup, parce que l'immobilier, je sais pas si j'arriverai à en refaire. Parce que là, du coup, comme tu étais au chômage et que tu gérais ton immobilier, tu as lancé une première entreprise à ce moment-là? Ouais, du coup, à ce moment-là, je me dis, il y a un autre truc qui me plaisait, c'était le son, l'audio, les podcasts. Je me dis, je vais aider les marques à transformer de l'écrit en audio. Donc, faire un podcast à partir d'un très bon blog, par exemple. Et je lance Ecos, du coup, Ecos Studio. Au début, tout seul. Très rapidement, j'ai un bon pote, Xavier, qui me rejoint. Donc, on s'associe sur le projet. On essaye de monter un produit, machin. Bon, c'est pas trop notre truc, la tech. Donc, c'était une petite plateforme avec des voix off qui allaient, du coup, lire ces articles, les interpréter pour en faire un podcast et tout. On le fait, on signe. Moi, je suis commercial, du coup... ça va, j'arrive à vendre, tu vois, même le truc qui n'existe pas trop. Et on signe nos premiers podcasts. Mais les résultats sont pas fous, quoi. On a assez peu d'audience. On comprend pas encore les mécanismes. C'est encore très nouveau. On est en 2020, je crois, 2019. Et on n'est pas très satisfait, à juste titre, hein, du nombre d'écoutes et tout. Donc pas trop de recommandations clients, tout ça. Par contre, on voit que tous nos clients, ils veulent lancer un podcast d'interview. Oui, comme Mathieu Stéphanie, comme machin, je vais avoir mon podcast. Donc je lui dis, très bien, on va se lancer là-dessus aussi. Moi, je lance Ça fait un bail à ce moment-là. Donc du coup, j'avais pris... Donc t'as lancé quand Ça fait un bail? J'ai lancé ça il y a 2 ans et demi. Okay. J'ai lancé ça il y a 2 ans et demi en me disant que ça serait le labo, un peu la vitrine de l'agence, et surtout un labo pour tester des choses et montrer aux clients, voilà, ça marche, ça marche pas, ça on a testé, et d'essayer de faire grandir ce podcast. Et je me disais, voilà, pire des cas, ça marche pas, et j'aurais rencontré les plus grands investisseurs, et ça m'aura permis de trouver ma prochaine stratégie pour mon prochain bien, parce que là j'étais complètement perdu, je savais plus du tout ce qu'il fallait que je fasse. Et je me dis, là au moins si toutes les 2 semaines, parce qu'au début je faisais un épisode toutes les 2 semaines, je rencontre un super investisseur, j'aurai des inspirations pour lancer un nouveau projet, quoi. Donc c'est là que naît Ça fait un bail, et aujourd'hui on a plus de 120 épisodes, je crois. On est passé à un par semaine, et on est écouté par je sais pas, à peu près 30 000 personnes. Ça fait 60 000 écoutes par mois, et c'est devenu un projet à part entière de l'agence, pas seulement une vitrine, puisque les sponsors ils permettent aussi de générer des revenus. Et aujourd'hui, du coup, je crée des podcasts pour des marques. J'accompagne des gens qui veulent se lancer dans le podcast, un peu en mode formation, coaching. Et j'ai Ça fait un bail qui est toujours grosse source d'inspiration pour mes projets IMO, et grosse source d'inspiration pour créer du contenu autour de marketing audio, etc. Et donc, alors, j'en reviens à l'immobilier sur tes invests. Du coup, tu trouves... donc, tu as ta colocation qui tourne et tu as compris qu'il y avait moyen de faire un truc. Et là, du coup, tu pars sur quoi?
Là, tu te dis, qu'est-ce cette, que je vais faire? cette coloc, elle me fait 1500 euros de cash flow par mois. Je sais que rapidement, on va passer à 1000. Et d'ailleurs, bientôt, on va passer à 700 parce qu'il va y avoir les impôts qui vont commencer à tomber. Ah ouais. Encore une fois, on n'est pas rentier avec l'immobilier pour toujours. Il faut vraiment penser à la suite. Et du coup, je repars petit coup de flip un peu sur ce projet-là. Heureusement, je perds pas de sous là-dessus. J'essaye de revendre le projet à quelqu'un aussi. Je rencontre quelqu'un qui a de l'argent, qui veut faire du co-living. Donc on discute même, je lui revends les plans avec le truc qui pourrait financer sur des fonds propres et tout. Ça finit par pas se faire. Donc bon, je finis par lâcher le bébé et me dire, bah voilà, je vais refaire une OP, mais je ferai une OP un peu plus tard et surtout, je vais refaire la même chose, exactement ce que je sais déjà faire. C'est moins drôle, mais au moins ça me permettra de refaire un peu de cash flow et moi j'ai une vie relativement frugale avec 2000 euros par mois, j'arrive à m'en sortir en tant que célibataire à Paris. Donc c'était un peu ce que je recherchais. Donc je fais un deuxième bien que je consigne du coup avec mon père parce que j'arrive pas à me faire financer tout seul. Ok, et du coup là vous êtes à 50-50, comment ouais. vous faites un montage chacun? 50-50, SCIS, Ok. assez classique. Il gère Ah, et la première coloc, t'étais en LMNP? LMNP, ouais. Ok, Donc, et je suis deuxième toujours en LMNP. SCILIS. Voilà. Ok. Donc j'ai toujours mon LMNP. Moi j'aime bien relativement bien optimiser mes revenus. Je suis hyper transparent sur ces choses-là, tu vois. Ok. Donc je vais avoir 30 000 euros sur mon premier LMNP. Ça me force à me verser 30 000 euros de de rémunération parce qu'il faut pas que les revenus LMNP dépassent le reste. Donc voilà, 30 000, ça me fait 60 000. Ça me permet avec les charges et les crédits, etc. Il reste pas 60 000 à la fin de l'année. Ça me permet de vivre. Et à côté, j'ai mon bien en SCIS qui est plutôt patrimonial parce que du coup, je le paye plus cher. 226 000 euros, on l'achète. Ok. 90 mètres carrés, il est un tout petit peu plus grand. Il a une grande terrasse en plus. C'était un cabinet dentaire. On achète un cabinet dentaire, donc il y a eu pas mal de travaux aussi, qu'on a transformé en belle coloc de rez-de-chaussée avec toutes les chambres qui donnent sur une terrasse, une télé dans chaque chambre, etc. Qu'on loue un tout petit peu plus cher, mais pas beaucoup plus. Ouais, Donc, ouais. Vous êtes fait plaisir, entre guillemets, pour faire un petit peu mieux en standing que la première. Ouais, parce qu'on s'est aussi rendu compte que c'est une zone qui se tendait de plus en plus. Moi, entre-temps, j'avais aidé une pote à faire un appart vu que je pouvais pas être financé dans le coin. Et je voyais plein de colocs qui naissaient autour. Donc, je me suis dit, il faut absolument être au top, se démarquer à fond. Et pour se démarquer, voilà, on a joué là-dessus. Ma copine m'a beaucoup aidé sur la déco. On est sur une déco qui est bien supérieure à la première, sans que ça coûte beaucoup plus cher. Ouais. Juste connaître voilà, le petit mur de couleur ou de papier peint, trouver les bons aménagements. Moi, j'essaye toujours de mettre un petit peu de seconde main dans l'appart pour donner un peu de cachet et parfois même payer un peu moins cher. Ça demande beaucoup plus de temps la seconde main. Ouais. Mais voilà, c'est un peu le petit axe aussi écolo du bien. Et voilà, sur ce deuxième bien, finalement, on sort aussi à peu près 1000 balles de cash flow. Mais il y a un gros ravalement qui vient de tomber, ravalement, isolation. Donc ça va quasiment effacer notre cash flow, quoi. Ouais. Bon, bah oui, mais c'est pas grave. De toute façon, l'important, c'est de l'avoir fait. C'est pas grave. Et C'est sur 20 ans. Ouais. On a fait un an de différé. On a signé un crédit à 0,9. Donc, faut pas s'en priver quand tu peux le faire. Et donc, voilà, même si ça... De toute façon, voilà, on touche pas à cette société. Ça nous coûte pas d'argent. Et on a mis un peu d'apport quand même. Mais... Et le ravalement, typiquement, tu penses que tu aurais pu l'anticiper ou... Je savais qu'il tomberait. Parce que ça fait longtemps qu'ils en parlent. Mais par contre, je pensais pas qu'il tomberait aussi vite. Il est arrivé vraiment rapidement. Et je pensais pas que c'était aussi cher. On me demande 26 000 euros sur ma cote-part. Ah ouais. Voilà. Et 26 000 euros. Il n'y a pas moyen de faire un prêt à taux zéro, justement, en aide? On va peut-être revenir sur les aides. Ouais, on pourrait revenir dessus. J'ai essayé, mais vu que j'ai acheté en SCIS, tu peux pas avoir des co-PTZ. Oh non! Ah, l'horreur! Tu l'aurais acheté en LMNP, ça aurait été bon? Ah ouais, tu dois être dépité. Enfin, c'est un peu dépitant, quoi. Ouais. Après, la situation, ça peut être une situation de copro qui peut intéresser les gens, mais c'est qu'on est dans une copro où ça se bat depuis 5 ou 6 ans sur ce truc-là. C'est signé juste après que je sois propriétaire. Ça passe de justesse au niveau de la copro. Donc, il y a la moitié des gens qui veulent pas que ça se fasse. Ouais. Et donc, il y a plein de gens qui ont décidé de pas payer. Donc, en fait... moi, j'ai décidé de pas payer non plus.
En tout cas, pas parce que... En fait, je suis prêt à les faire, les travaux. Je suis prêt à les mettre même de ma poche sans crédit s'il faut. Par contre, en fait, ils m'ont expliqué que tant qu'il n'y avait pas 90% de l'argent qui était collecté, Ils peuvent pas ils démarrer. ils peuvent pas démarrer. Donc moi, En gros, c'est juste que tu gagnes un peu de temps. Mais moi, ce qui me dérangerait le plus, je fais pas ça pour bloquer le projet, mais ce qui me dérangerait le plus, c'est que je mette là 26 000 euros et je sais que de toute façon, je connais 2 personnes qui ont décidé de pas payer dans la copro. Oui, Donc, donc ton s'ils argent paieront pas, serait bloqué mon argent, il va être bloqué pendant 5 ans là-bas en et attendant il y aura pas de travaux. Et ça, je refuse ça. de bloquer autant d'argent, Exactement. c'est trop l'horreur. Donc voilà, moi je leur ai dit voilà, une fois que vous êtes prêts à faire les travaux, je vous les donne. Pour le moment, je vous donne rien du tout. Et puis Ouais, parce bon, que avoir de l'argent qui dort chez eux, ça n'a aucun intérêt. ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, moi j'attends. On verra comment ils réagissent. Un jour, peut-être qu'ils vont se fâcher contre moi. Mais bon, pour le moment, je mets 1 000 euros par mois de côté. Ouais, mais je pense qu'ils comprennent Enfin, en même temps, ta logique est compréhensible. Ouais, mais j'espère. En fait, je suis commencé par... Ils m'ont demandé, je leur ai dit, bah en fait, la société n'a pas cet argent. C'est ça aussi qui est bien, c'est que tu parles plus en ton nom. Ouais, Tu parles au nom de la société. Ils disent, ouais, bah vous avez qu'à emprunter. Je dis, mais qui va prêter à cette société qui a même pas un bilan en fait Bah ouais. Je peux pas. Donc moi, ce que je peux faire, c'est que moi, je vous le dis, hein, je gagne à peu près 1 000 euros par mois qui sont sur cette société et ils serviront à payer ce ravalement le jour où ça arrivera, quoi. Tu peux un peu te dédouaner de ce truc-là ouais, d'un point de puis vue t'as raison. responsabilité. Et moi, j'ai pas envie de bloquer cet argent qui serait de l'argent perso. Bah oui, tu devrais voilà. faire une avance courante en compte courant courant d'associé. Enfin bref, le truc, ouais. Voilà. putain, Donc ça, c'est un peu les Ok. galères. Là, j'enchaîne les galères IMO quand même dans le récit, mais Ouais. mais bon, c'est pas des grosses galères, quoi. J'ai jamais perdu d'argent en tout cas. Ok, alors donc on avance, ta deuxième coloc. Est-ce que t'as fait d'autres trucs ou est-ce que t'es... Alors après, en fait, je voulais pas prendre le risque où, en fait, quand j'ai fait, c'était hyper dur de faire financer ce deuxième projet. Ouais, donc mon père est artisan du bâtiment, il avait un peu arrêté en plus sa société à un moment, donc il y a un gros trou. Il est relativement âgé pour avoir un crédit, c'est pas facile. Donc on paye une assurance faramineuse pour lui. Moi, j'avais même pas un bilan de société et j'étais au chômage. Donc autant te dire c'était vraiment les 2 canards boiteux qui venaient demander un prêt. Donc je me suis pris presque 10 refus, de la banque. On a fini par se faire financer du coup, probablement par quelqu'un qui avait mal compris notre dossier. Ouais, des fois tu te dis non, il a pas dû Il a pas dû comprendre, mais bon, tant mieux. On va pas réexpliquer comme Voilà, ça et au en moins. plus, quand on te propose directement 0,9 sur le taux, bon bah tu dis rien. Et du coup, après, quand j'ai eu d'autres opportunités, parce que j'ai acheté les 2 apparts avec le même agent IMO, quand j'ai eu des opportunités entre-temps, je les propose à des potes et je fais de l'invest clé en main pour des potes. Donc voilà, je prends... Donc toi, tu gères les travaux pour tes Ouais, potes je gère l'achat, la négociation, les travaux. Là, le dernier projet, on l'a sorti il y a un mois. C'est un pote qui vit à New York. Et là, pour le coup, c'est qui fait les travaux? C'est mon père. Ah, c'est ton père. Ouais. Et du coup, via sa société de façon Via normale. sa Là, il société de facture façon normalement. normale. Il va pas Exactement. facturer le prix à son fils, quoi. Ouais, mon père, il est gentil. Il fait des... Oui, il va pas surfacturer, mais... Non, Oui. pour le coup, ouais, là, Il facture normalement. c'était un appart complètement à refaire, 100 mètres carrés. Et il y en a eu pour 65-70 000 euros, quoi. Donc t'es à 700 euros du mètre. Oui, non, voilà, mais c'est très raisonnable. C'est des bons prix. Ok, au top. Ok, donc là, j'ai tout compris. Voilà. Et le dernier projet, c'est pas encore signé. Ouais. C'est un château dans la Sarthe Ah, c'est génial. pour faire des lieux de réception, de mariage et de séminaire. Et ça, voilà, c'est pas encore fait. Mais ça fait 1 an que je cherche, que je fais des visites, etc. Donc les auditeurs du podcast, ils savent que je cherche, mais ils doivent se dire, mais il est complètement mytho celui-là. Et là, j'ai signé une offre, un compromis qui est prévu du coup. On fait passer du coup des artisans pour les travaux. C'est une bâtisse, première pierre du XIIe siècle. C'est un truc assez incroyable qui va être un projet... Vraiment passion pour les monuments, pour les vieilles pierres, pour les très belles demeures, mais qui peut aussi s'avérer être rentable. Quand on sait que des très beaux lieux de mariage, ça peut être loué 10 000, 20 000 euros le week-end. Ouais. Il peut y avoir des choses, un business sympa à faire aussi. Ouais, ce qui est intéressant, je pense que ce genre de projet, c'est vraiment la fusion entre l'investissement et l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je considère que c'est la limite depuis vraiment de l'investissement immobilier, et parce qu'il y a quand même la part entrepreneuriale qui est forte, parce que c'est vraiment un service Complètement. complet qui est donné, mais c'est bien de conjuguer les deux, quoi.
C'est un peu l'axe que j'ai envie de donner à mon podcast aussi. Je parle de plus en plus d'investissement actif en Ouais. opposition à l'investissement passif dont on entend parler depuis 5 ou 10 ans. Et moi, j'adore ça. Je trouve que c'est un peu l'entrepreneuriat version facile. Parce que oui, c'est plus facile. C'est plus facile. Alors, c'est pas le plus facile de se lancer parce qu'il y a des banques forcément à convaincre dès le début. Alors que bon, demain, tu apprends à coder, tu lances un petit SaaS, tu peux le faire tout seul, ça va te coûter 1000 euros. Quand là, il faut vraiment des banques qui te suivent pour lancer un projet comme celui-ci. Mais par contre, après, le risque par rapport entre lancer un SaaS et lancer un projet d'un lieu type séminaire, mariage ou même immeuble, hôtel, ce genre de choses, vraiment de l'immobilier actif, le pourcentage de chance pour que ça ne marche pas est bien plus faible. Ouais. Tu vois, il y a une startup sur 10 qui doit sortir du lot et réussir, alors que sur ces projets-là, il y en a probablement 9 sur 10 qui marchent et un qui ne marche pas, quoi. Et puis au pire du pire, si c'est pas méga rentable, en fait, c'est ça qui est génial avec l'immobilier, c'est que tu auras quand même remboursé. C'est ça. Enfin, en fait, t'as un pied dans le concret, quoi. C'est pas juste du commercial, c'est aussi de la pierre et du concret. Et, C'est ça. Donc c'est génial. Ok, trop bien. Trop bien. Bah, quand ça sera en place, tu reviendras nous raconter oui, comment on exploite un château m'étonnes. pour des mariages. J'ai trop hâte. Parce que... On enregistrera même là-bas, je te montrerai. Ah ouais, carrément. Carrément. Donc du coup, là, en fait, ce que j'aurais voulu faire, je pense qu'on a vu une belle partie de ce que t'as réalisé. J'avais envie de creuser encore 2 petits points. Le premier point, c'est que je voulais savoir si tu faisais aussi d'autres types d'investissements que l'immobilier, parce que je sais que comme tu interviews énormément d'investisseurs sur ton podcast, tu as dû être déjà, on va dire, attiré par d'autres types d'investissements, peut-être les cryptos, la bourse, je sais pas quoi, les tokenisés, les machins. Enfin, je suis pas très forte là-dedans, mais du coup, est-ce que tu fais aussi d'autres trucs où tu te considères comme étant maintenant un petit peu spécialiste du truc, enfin, où tu commences un petit peu à connaître ce genre d'investissement, enfin, lequel te parle? Ouais, écoute, alors moi je suis très curieux et en plus j'ai envie de comprendre, et pour comprendre, je trouve que c'est bien d'avoir un peu investi dedans. Donc j'ai testé plein de choses, mais en revanche, j'ai vraiment la grande majorité de mon patrimoine et de mes investissements dans l'immobilier. Le reste, c'est presque pour jouer, quoi. Ok. Donc oui, j'ai mis... Donc tu mets pas des gros tickets c'est ça. aujourd'hui dans J'ai mis des... 5 000 euros dans une SCPI, par exemple, Ok. chez Iroko, que je trouvais très bien. Mais c'est vraiment pour tester, quoi. Ouais. À Et petite échelle, quoi. à petite échelle, pour tester, me dire, bon, bah voilà, peut-être que ça me sert, cette compréhension-là, elle me servira pour plus tard. C'est toujours un peu de revenus, tu vois, 5 000 euros, ça me fait, je sais pas, 30 euros par mois qui tombent sur ce truc-là. Après, alors que je pourrais avoir une vraie stratégie SCPI et me dire, ok, je vais voir la banque, j'emprunte, je mets 150, 100, 200 000 euros en SCPI pour avoir, je sais pas, X centaines d'euros par mois. Donc pour le moment, voilà, j'ai le sentiment que mon truc, c'est l'investissement actif. C'est là que je peux faire les plus belles rentas ou les projets plaisir les plus incroyables. Et peut-être aussi, question bête, mais est-ce que l'investissement actif au niveau des banques, tu rentres pas dans une autre catégorie et du coup c'est différent? Je suis en cours de financement là-dessus, donc Ouais. je te dirais si et j'ai l'impression que c'est plus facile. Ok. Parce que du coup tu rentres vraiment dans la catégorie des prêts professionnels. Ouais, t'es avec les pros, tu parles pas du tout avec les mêmes personnes. Il y a, si tu arrives à leur ramener des justifs, des garanties de valeur locative par la suite sur ce bien, ça va être réintégré au bilan et ils vont se dire, bon bah voilà, est-ce que le projet est rentable ou pas. Ils regardent un peu moins ce que tu as fait. Alors, ils regardent si tu as l'expérience pour porter un projet comme ça. Ils vont regarder un petit peu moins combien tu as de reste à vivre, combien tu as de capacité Ouais, d'emprunt, c'est pas etc. le sujet, ouais, Parce que sinon, j'emprunterai jamais assez pour rénover ce château. Voilà. Ok, génial. Ah putain, moi ça m'énerve parce que j'ai toujours des questions qui me fusent sur les réponses des questions. Ouais, parce que ta question juste avant, c'était... Parce que je crois que j'ai pas fini de répondre. Attends, on a fait une zut. parenthèse. Attends, tu m'as dit... Mince. Bon bah écoute, c'est pas grave. On passe à la suite. Ouais. T'inquiète. Ouais. Du coup, la question qui me vient, c'est par rapport à ta vision. Moi, j'aime bien... moi, je suis quelqu'un qui aime bien se projeter. Comment tu te vois dans 10 ans en tant qu'investisseur, en fait? Enfin, est-ce que tu te vois genre être un investisseur plutôt diversifié ou un investisseur qui prend quand même qui se consacre plus à l'entrepreneuriat quand même, ou quel type de projet te font vibrer un peu sur le long terme? Ouais, je pense clairement être l'opposé de l'investisseur passif.
Du coup, là-dessus, on est assez différents parce que toi, tu as tout construit pour pouvoir avoir cette liberté, machin et tout, et avec des immeubles que tu as reproduit la stratégie et tout. Moi, je l'ai fait 2 fois et en fait, j'ai eu des tonnes d'opportunités pour refaire le 3e, 4e, 5e appart comme ça. Et à chaque fois, tu rajoutes presque 1 000 € de cash flow. Donc, Ouais. ça peut aller vite. Mais je sais pas, j'avais ce petit truc qui me titillait. Ouais. J'avais pas envie. Je pense que c'est aussi qui je suis, quoi. Dès que je commence à maîtriser un sujet, je passe au celui d'après. Mais non, mais tu sais qu'en vrai, Cyril, il voulait refaire un 4e immeuble et c'est moi qui lui ai mis stop, tu vois. Ah oui, je lui ai dit, ça. écoute, c'est bon, on a fait le tour. On s'arrête C'est là. ça. Mais je comprends quand même le point de vue que... Je me souviens tu vois, une anecdote quand j'étais au Brésil. J'étais étudiant à l'époque et j'avais un pote d'école, du collège, lycée, qui savait hypnotiser les gens, tu vois. Et ça m'avait un peu... je trouvais ça incroyable. Et je me dis, vas-y, je suis au Brésil, j'ai du temps. J'achète un livre. Il m'avait filé un livre sur l'hypnose. Je lis le livre et je me dis, vas-y, je vais apprendre à hypnotiser les gens, tu vois. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. Donc, tu peux hypnotiser des gens avec 2 semaines de pratique. Et si tu vois, t'as le culot d'aller dire aux gens, oui, je suis un hypnotiseur, machin, et de commencer à leur faire des trucs. Tu peux leur faire oublier leur prénom, leur faire oublier des chiffres, les faire bouger, les mettre en phase hypnotique, enfin, faire des trucs vraiment impressionnants. Et tu vois, j'ai fait ça. Et une fois que je savais faire ça, genre, je me suis arrêté, j'ai jamais creusé, tu vois. Tout le monde me disait, putain, mais tu fais des trucs incroyables et tout. Mais une fois que je connais, je sais pas, j'ai un peu envie de passer à autre chose, quoi. Ouais, mais non, mais je comprends, ok. Et donc, du coup, sur l'IMO, c'est pareil. Et j'avais un deuxième billet, c'était qu'avec le podcast, j'ai aussi envie de documenter, tu vois. J'ai parlé de colloques plusieurs fois sur mon podcast. J'ai déjà expliqué de A à Z tout ce qui se passait sur la colloque. Là, j'avais envie d'avoir des nouvelles choses à raconter, à documenter. Et j'ai cherché un truc qui soit justement, vu que mon podcast, je veux que ce soit le podcast des investisseurs actifs, je cherche le truc le plus actif possible. Et franchement, un château où tu fais du mariage avec des couples hyper chiants qui veulent un truc parfait, je pense qu'on est au max. Voilà, tu vas être bien, tu vas être servi. Ouais, donc du coup, toi, ta vision, c'est vraiment d'être actif parce que tu es un entrepreneur dans l'âme qui sait allier l'investissement intelligent en même temps pour faire une sorte d'effet de levier sur ton entrepreneuriat. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, je pense que j'ai un défaut qui est d'avoir du mal à déléguer, tu vois. Probablement qui est lié aussi à mon environnement, à l'endroit où j'ai grandi, tu vois. On m'a toujours dit que t'es jamais mieux servi que par toi-même. Ouais. Le pire, c'est d'embaucher des gens. Tu vois, mon père, il a une entreprise qui marche hyper bien, machin, mais il a jamais embauché, tu vois. Vraiment, il aurait pu. Je pense s'il disait oui à tous les chantiers, il pourrait embaucher, qu'on lui propose, il pourrait embaucher 50 personnes. Mais il a jamais voulu parce que, du coup, je suis né un peu dans ce truc-là et c'est un peu mon billet. Aujourd'hui, avec ma boîte de podcast, je me rends compte qu'on peut recruter. Parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe pas bien, mais il y a des manières de faire. Et donc là, mon objectif et ma vision, c'est quand même de construire des chouettes projets immobiliers avec vraiment des choses intéressantes à raconter, d'allier ça avec du média, tu vois. On va essayer de documenter ces rénovations, ce truc et tout. Et aussi que ça soit relativement passif. Je ne me vois pas aller gérer le lieu, vivre sur place. Même si j'aimerais bien y passer du temps. Et de devenir le larbin des mariés en mode oui, donc mariés. du coup... Mais donc trouver les bonnes personnes pour gérer les bons process aussi, parce qu'il y a une partie d'automatisation, de garder les attentes des mariés à un certain niveau. Enfin, c'est de l'entrepreneuriat. Et potentiellement, si c'est sympa, de passer à un 2e, 3e projet. Et là, pour le coup, dans les typologies de biens que tu peux acheter pour ce genre d'événements, tu as eu toute une palette. Tu peux aller chercher des châteaux 15e siècle, tu peux aller chercher des anciennes usines. Mais ça, c'est mon rêve, faire des trucs de fou, quoi. Rénover. J'adore les vieux bâtiments. Ouais. Ok, c'est marrant parce que quand tu racontes tout ça, ça me fait penser au fait que finalement, toutes les personnes que j'interviewe sur le podcast ou les investisseurs qui réussissent, c'est des personnes qui sont enthousiastes sur leur projet, c'est-à-dire qui prennent du plaisir à le faire et que si tu es juste en mode gestionnaire, faut que j'investisse, en fait... t'as pas d'âme, quoi. Enfin, ça, c'est pas un projet vivant, quoi. Et ça marchera moins bien. Et ça marchera forcément moins bien, parce que tu vas moins te donner.
Donc carrément. Bon merci 1000 fois. Je sais pas t'en si tu prie. avais autre chose à dire, peut-être où est-ce qu'on peut te suivre si les personnes ils ont bien aimé t'écouter, bien aimé ta voix peut-être, s'ils veulent te réécouter ailleurs. Bah écoute, merci de m'avoir reçu déjà et pour toutes tes bonnes questions. Tu trouves que il est hyper bien mené l'interview, donc ça fait vraiment plaisir. Alors moi, ça fait un bail sur Instagram. On poste très régulièrement. Si vous allez sur le site safaitunbail.co, vous pouvez rejoindre la newsletter. Il y a un petit TikTok si vous avez l'habitude. Et en ce moment, on se lance sur YouTube. Ça fait un bail aussi sur YouTube. Et sur toutes les plateformes de podcast, vous tapez ça fait un bail ou immobilier. J'espère que ça tombe en premier ou dans les premiers en tout cas. Et vous pouvez vous abonner. Voilà. Merci 1000 fois Jérémy d'être venu. Et puis je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à toi. Salut tout le monde.